Ce web séminaire, Laure Dubois et Bonjour. moi-même, Fabien Rimbaud, donc tous les deux en charge de la professionnalisation à la MOPA. Laure sera en quelque sorte votre porte-parole puisqu'elle se fera le relais des questions posées sur le chat à la fin de mon exposé. Alors ce chat, vous pouvez l'apercevoir en bas à droite de votre écran. Je pense qu'on a bien saisi le principe. Alors n'hésitez pas à l'utiliser pour vous exprimer et poser toutes les questions qui vous viennent à l'occasion du déroulé de l'exposé. Et nous essaierons donc dans un second temps de répondre du mieux possible. Et si par hasard vous venez à nous piéger, ce qui peut toutefois arriver, nous ne manquons pas de vous proposer ce complément de réponse a posteriori de ce web séminaire. Alors nous vous rappelons également que la vidéo sera mise en ligne sur le site MOPA ces prochains jours avec quelques documents ressources qui seront complémentaires justement au diaporama que je vais vous présenter d'ici peu. Voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur les web séminaires 2015 qui seront cette année tenus de façon régulière tout au long de l'année. Et pour ne pas les manquer, j'en profite pour vous inviter à vous inscrire à notre newsletter, le MOPA Info, et pour ceux qui ne sauraient pas. Donc l'inscription à la newsletter se fait dès notre page d'accueil du site www.aquitaine-mopa.fr et vous n'aurez qu'à saisir votre adresse email sur la gauche de votre écran. Alors, par rapport à ces fameux web séminaires, à noter les web séminaires apéro du samedi, spécialement conçus pour les élus. Plusieurs thèmes donc vous seront proposés en ce début d'année, notamment la taxe de séjour, la compétence tourisme et les formes juridiques de l'office de tourisme, le numérique et la notion de territoire et de destination. Vous retrouverez sinon les web séminaires techniques, comme celui d'aujourd'hui, dont l'objectif est vraiment de vous apporter un éclairage sur un thème bien précis, avec l'intervention soit d'un membre de l'équipe de la MOPA, soit d'une personne extérieure. Le dernier en date portait par exemple sur les éléments juridiques d'un site internet, et il avait été assuré par Cédric Favre, juriste à l'AEC, à Aquitaine Europe Communication. Concernant les web séminaires collaboratifs de la team numérique, alors ils s'adressent plus particulièrement aux membres du réseau aquitain, qu'ils soient ANT, reporters de territoire, community manager, manager ou conseiller en séjour ayant suivi la formation accueil par excellence, la formation APEX. L'intérêt est vraiment pour nous de mettre à l'honneur une expérience et une bonne pratique de quelqu'un du réseau. On co-construit en quelque sorte un pot commun des bonnes idées et des bons tuyaux. Alors n'hésitez, j'en profite d'ailleurs pour vous dire de ne surtout pas hésiter à vous manifester auprès de nous si vous souhaitez nous faire partager quelque chose en particulier. Alors pour ne pas être plus long, je vous propose qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet. Alors voici en quelques mots le déroulé que je vous propose pour cette fin de matinée. Alors une première partie sur ce qu'est la VAE et à qui elle s'adresse. Ensuite, nous nous intéresserons à la procédure VAE et aux étapes clés. Et nous terminerons sur la question du titre chargé de projet e-tourisme qui, dois-je le rappeler, a été reconnu depuis 2014 au RNCP, donc qui est le répertoire national des certifications professionnelles. Alors la VAE. La VAE, qu'est-ce que c'est? Alors la VAE a été créée dans le cadre de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Elle a été promulguée par le gouvernement Jospin concernant le droit du travail, de la santé et du logement. Depuis cette date, la VAE est un droit individuel, ouvert à tous, sans condition d'âge ni de niveau de formation préalable. Elle permet à toute personne engagée dans la vie active depuis au moins 3 ans de faire valider ses compétences en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat figurant sur une liste établie par une commission paritaire nationale de l'emploi, enregistrée dans le cadre de ce fameux RNCP. Alors ce répertoire national enregistre à ce jour environ 7700 certifications. J'en profite pour faire une rapide parenthèse
sur l'univers des certifications professionnelles. Je vais essayer d'être le plus clair possible, donc pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui distingue un diplôme d'un titre ou encore d'une certification de qualification professionnelle et comment cela se décide. Le diplôme appartient à l'éducation nationale. C'est l'exemple du bac, du BEP, du CAP, des mentions complémentaires, de la licence, du master, et sont inscrits de fait au répertoire national. Les réajustements des diplômes, quant à leur durée et leur contenu, sont discutés par la CPC, qui est une commission paritaire consultative. Commission composée de l'État, parfois de conseils régionaux et des partenaires sociaux. Alors pour le DU, le diplôme universitaire, la demande est établie directement par l'université auprès des instances du RNCP. Alors j'espère que j'en ai pas trop perdu en route, mais on va poursuivre, mais c'est important de vraiment zoomer sur ces questions et ce distinguo entre le diplôme, le titre et la certification. Alors le titre professionnel appartient, lui, au ministère du Travail et de l'Emploi, dont l'objectif dès le départ est l'aide à la réinsertion. Attention à ne pas confondre le titre professionnel avec le titre à finalité professionnelle qui peut être mis en place par des organismes privés ou des branches professionnelles. Dans les deux cas, c'est la CPC qui valide leur inscription au RNCP. Donc ça a été le cas pour le titre chargé de projet et tourisme qui a été déposé par Office de tourisme de France. Enfin, les CQP, donc les certifications de qualification professionnelle, quant à elles, sont établies par les branches professionnelles et enregistrées directement au répertoire national. Alors, quel distinguo faire entre un titre et une CQP? Seul un salarié du secteur d'activité peut obtenir une CQP, alors que les titres, ce qui est le cas pour le titre chargé de projet et tourisme, peuvent aussi bien s'adresser à un salarié qu'un demandeur d'emploi ou un jeune. Alors, une petite remarque concernant les masters, que je vais vous épeler le fameux master M-A-S-T-E accent grave R-E, qui ne sont pas à confondre avec les masters dispensés à l'université. Alors, les masters ou encore les MBA, les maîtrises en administration des affaires, elles, ce sont toutes deux des appellations que l'on retrouve bien souvent dans le milieu scolaire, mais celles-ci ne sont pas reconnues au RNCP, car elles sont le fruit d'initiatives purement privées. En vous précisant tout ceci, mon but n'est pas de complexifier mon propos, mais d'un peu mieux comprendre les rouages des certifications professionnelles et de comment elles se décident. Dans tous les cas, on comprend également tout l'intérêt du travail mené par les branches professionnelles, qui, je le rappelle, se composent chacune d'un collège employeur et d'un collège salarié. Elles ont vraiment un rôle majeur à jouer dans le chantier de la certification, puisque elles sont véritablement des forces de proposition. Alors ensuite, la VE, pourquoi enclencher ce travail? On s'appuie souvent sur un chiffre. 30% des gens travaillent dans le secteur pour lequel ils ont été formés. Ce qui signifie que certains peuvent, à un moment donné de leur carrière professionnelle, souhaiter enclencher une VAE et ainsi sécuriser leur parcours professionnel. Alors, ce qui peut s'expliquer pour diverses raisons. Le fait de vouloir augmenter ses chances de mobilité au sein de son entreprise, de renforcer son CV pour retrouver un travail, ou bien parce qu'on a envie tout simplement de changer de travail. Mais ça peut également être purement personnel. J'ai l'exemple, on m'a confié un récent exemple concernant un DRH à la SNCF qui a fait toute sa carrière au sein de la SNCF et qui est passé de simple commis au début de sa carrière à DRH du groupe et qui n'avait en poche qu'un certificat d'études. Et il a souhaité, en fin de carrière, par la voie de la VAE, montrer à ses enfants et à ses petits-enfants qu'il était capable, par son expérience, de justifier et d'obtenir un diplôme en ressources humaines. Alors, comme je le mentionnais au tout début, quelles sont les conditions de la VAE? Une VAE peut être initiée par toute personne pouvant justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans. Quelle que soit la nature de son activité,
à condition qu'elle soit en rapport avec le contenu de la certification visée. Alors il peut s'agir d'expériences en tant que salarié du public, du privé, en CDI, en CDD ou en tant qu'intérimaire. L'expérience peut avoir été acquise à temps complet, à temps partiel ou de façon discontinue. Par contre, les périodes de formation initiale ou continue, ainsi que les stages ou périodes en milieu professionnel, ne peuvent pas être comptabilisées dans la durée de l'expérience. Alors, il y a une exception qui subsiste pour les personnes ayant un bas niveau de qualification de type CAP, où les périodes de formation initiale ou continue, ainsi que les stages, peuvent être comptabilisés eu égard à la loi du 5 mars 2014. Mais c'est la seule exception. Alors, la VAE peut également prendre en compte d'autres expériences professionnelles. Bon, vous les avez de listées sur la diapositive. Ça peut être le cas d'expériences non salariées, en tant qu'artisan, commerçant, profession libérale, en tant que bénévole, que ce soit une activité de bénévole au sein d'un syndicat, au sein d'une association, et aussi dans le cadre de responsabilités politiques. Alors, les activités exercées à l'étranger peuvent également faire l'objet d'une demande de validation à condition de pouvoir en apporter des preuves formelles. Les activités doivent pouvoir être justifiées notamment par des contrats de travail, des fiches de poste, des bulletins de salaire, etc. Concernant les expériences bénévoles, un document existe pour les répertorier, les définir, les valoriser et les utiliser dans une démarche de VAE. C'est ce que l'on appelle le passeport compétences bénévoles qui a été initié par France Bénévolat. C'est un document qui figurera parmi les documents ressources que l'on vous transmettra après le web séminaire. Alors, place maintenant à un schéma pour vous présenter les étapes clés de la VAE. J'espère que tout le monde le distingue bien. Distinguons tout d'abord, donc la première étape, le choix de la certification. C'est vraiment l'étape la plus importante, puisque c'est celle qui conditionne le bon déroulement de votre démarche. Pour vous aider à y voir plus clair, parmi les milliers de certifications qui existent, j'en citais près de 8000 en début de présentation, il est à noter en Aquitaine que le Conseil régional finance une soixantaine de PRC, qui sont des points relais conseils, dont le rôle est de vous informer et de vous conseiller dans le choix de la bonne certification. Alors vous avez sur la diapo suivante une carte régionale qui vous permettra d'y voir un peu plus clair. Alors vous retrouverez ainsi les coordonnées des portes d'entrée par département de ces points relais conseils. Alors ensuite, si on revient maintenant sur notre schéma initial, donc une fois la certification qui est déterminée, il est nécessaire de contacter l'organisme certificateur. L'organisme, donc dans le cadre du titre chargé de projet e-tourisme, ce sera OTF, Office de tourisme de France. Il vous sera remis un dossier de demande de recevabilité, autrement appelé dossier 1 ou livret 1, dont le but est de vérifier si vous remplissez les conditions d'accès à la VAE, notamment les 3 ans d'expérience minimum. Donc ce livret est surtout administratif. La décision de recevabilité de la demande entraîne ensuite la remise du dossier de validation, qu'on appelle aussi dossier 2 ou livret 2. Ce dossier est une description des activités exercées et des compétences que vous avez acquises en lien avec le contenu de la certification visée. C'est à ce moment qu'il faut donc vous raconter et apporter les preuves de votre bonne foi et surtout de vos expériences. Alors la constitution et la rédaction du dossier de VAE, elle est souvent vécue comme un exercice qui nécessite du temps, bien évidemment, de la réflexion et pas mal de recherche. Et pour cette étape, il est possible de bénéficier d'un accompagnement. Le candidat donc reste libre de se faire accompagner par la personne ou l'organisme, qu'il soit public ou privé, de son choix, à condition que cet organisme ait un numéro d'enregistrement comme prestataire de formation. Cette prestation est payante
et chaque organisme est libre d'en fixer son coût. En ce qui concerne les aides pouvant être attribuées par AGFOS PME, donc l'OPCA de la branche tourisme, pour les salariés de droit privé du réseau des offices, le montant 2014 était le suivant. 24 heures par stagiaire maximum d'accompagnement pour un coût réel donc qui était plafonné à 45 € hors taxe par heure et par stagiaire. Cet accompagnement peut être aussi bien individuel que collectif. Alors pour 2015, les critères AGFOS ne sont pas connus à ce jour, mais devraient nous parvenir vraisemblablement sur le premier trimestre 2015. Alors un petit mot concernant le congé VAE. Alors celui-ci ne peut donc excéder les 24 heures de temps de travail, consécutives ou non. Alors ce congé vous permet vraiment de participer aux épreuves de validation et de vous préparer à ces épreuves. Alors votre demande d'autorisation d'absence doit parvenir à votre employeur au moins 60 jours avant le début des actions. Donc cette autorisation d'absence doit préciser le diplôme ou le titre ou le certificat visé, la date, la nature et la durée des actions. Et doit apparaître également la dénomination de l'organisme qui délivre la certification. L'entreprise doit, elle, vous faire connaître son accord par écrit dans les 30 jours suivant la réception de la demande. Ou bien les raisons qui motiveraient le report de l'autorisation d'absence, sachant que le report ne peut excéder 6 mois à compter de la demande. Au terme du congé, vous devez présenter une attestation de fréquentation effective fournie par l'organisme qui délivre la certification. Alors dans la même entreprise, vous ne pouvez prétendre qu'à une seule autorisation d'absence pour une année civile. Enfin, par rapport à l'évaluation et à la décision du jury, voici en quelques mots comment cela s'opère. Le candidat présente son dossier devant un jury composé d'enseignants, de formateurs et de professionnels. Cette présentation peut être uniquement une remise du livret 2, ou bien elle peut aussi faire l'objet d'une soutenance orale devant un jury, devant ce jury. Alors l'évaluation donne lieu à une décision de validation totale, ou partielle, ou de non-validation. En cas de validation totale, la certification attribuée est identique à celle obtenue à la suite d'une formation. Aucune mention relative à la VAE ne figure sur le document remis. En cas de validation partielle, il faudra envisager dans les 5 ans qui suivent un parcours complémentaire, une formation ou un complément d'activité qui correspond aux compétences manquantes pour obtenir la certification visée dans sa totalité. Alors c'est pas pour autant qu'il faut le vivre comme un échec, le fait d'obtenir que partiellement cette VAE, puisque la validation d'une partie de la certification peut être un moyen de raccourcir le parcours de formation complémentaire. Et ce qui peut d'ailleurs être un objectif défini dès le début de la démarche de VAE. Enfin, en cas d'absence de validation, il est conseillé de prendre ou reprendre contact avec un point relais conseil pour envisager des solutions alternatives. Donc point relais conseil que je vous mentionnais tout à l'heure via la carte régionale. Alors une fois le cadre, on va dire général de la VAE posé, on va s'intéresser maintenant au titre chargé de projet e-tourisme. Je pense qu'il y en a certains qui sont impatients d'en savoir un peu plus. Donc le titre, comme je le rappelais en introduction, a été déposé par Office de tourisme de France fin 2013 et a été reconnu officiellement en 2014 comme certification professionnelle dans le cadre du RNCP. Alors cette reconnaissance n'est pas sans conséquence en termes de financement, puisqu'en effet, la récente réforme de la formation professionnelle de 2014 prévoit de financer en priorité des parcours de formation permettant d'accéder à une certification reconnue au RNCP, réduisant de l'autre côté le financement des autres actions de formation ne rentrant pas dans le cadre d'une certification quelle qu'elle soit.
Alors bien évidemment, aujourd'hui, je ne vous livrerai pas de scoop ni même d'infos exclusives sur le titre. En effet, la primauté revenant à notre Fédération nationale, Office de tourisme de France, détentrice du titre. Une communication spécifique d'OTF devrait être prévue début 2015 à ce sujet. Dans tous les cas, en évoquant une thématique aussi importante que la VAE, il apparaissait nécessaire de vous apporter quelques éclairages en ce début d'année sur le lien VAE et titre chargé de projet e-tourisme. C'est en quelque sorte notre petit cadeau de Noël après coup. Alors je vous propose donc de parcourir brièvement les grandes lignes évoquées lors de la journée nationale des ANT organisée à Pau et animée par OTF en fin 2014, pour ensuite vous donner les quelques nouveautés depuis et vous faire aussi écho de notre situation en tant que relais territorial, en tant que MOPA. Alors à Pau, Mathieu Daubon, donc coordinateur national du réseau des ANT au sein d'Office de tourisme de France, nous avait présenté les 4 blocs majeurs du référentiel de certification, à savoir le bloc 1, la promotion et le développement touristique d'un territoire à l'aide du numérique. Le bloc 2, l'animation et l'accompagnement en vue du développement de l'économie touristique. Le bloc 3, la conception et le développement technique des services ou projets numériques de type blog, site, application mobile ou newsletter. Et le bloc 4, la mise en œuvre d'une veille du numérique et de l'e-réputation. Alors tous ces blocs, ces 4 blocs, sont déclinés en termes de compétences, en termes d'exemples de réalisation et de critères d'évaluation. C'est un document essentiellement pour les membres du jury et les organismes accompagnateurs des candidats pour préparer leur VAE. Alors ce document est en cours de finalisation, tout comme le livret 2, le livret de preuves pour lequel il a été prévu une première phase d'expérimentation, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors Mathieu Debon nous avait également présenté quelques scénarios VAE selon différents profils de personnes que je me permets de vous restituer à nouveau. On retrouve ainsi 3 profils de personnes. Celui qui n'a aucune expérience et auquel cas c'est uniquement par le biais du parcours de formation complet qu'il pourra obtenir le titre, sous réserve bien entendu qu'il réussisse l'évaluation. Celui qui justifie de l'expérience totale ou partielle du titre sans avoir suivi le cursus ANT. Dans ce cas, il pourra obtenir le titre de façon totale ou partielle. S'il obtient une VAE partielle, elle pourra être totale si la personne justifie auprès du jury dans les 5 ans à venir d'avoir suivi des modules de formation complémentaires, ou bien d'avoir eu de nouvelles missions au sein de son travail, des missions qu'on aurait pu être amené à lui confier, qui lui permettraient de prouver l'obtention totale du titre. Alors, quant à la personne ayant suivi le cursus ANT, qui postulerait au titre dans sa totalité, il y a 3 conditions. Prouver que la compétence ANT a bel et bien été mise en application depuis. Prouver que les autres activités menées dans le cadre de son travail sont raccords avec les éléments manquants du titre. Ou bien prouver d'avoir suivi des modules de formation complémentaires. Alors, un petit mot sur la notion de preuve. En ce qui concerne ANT, mais qui peut aussi s'appliquer également à reporter de territoire et à la formation management numérique de destination. La simple participation à ces cycles de formation, avec les attestations de présence, ne sera pas uniquement suffisante dans les preuves fournies dans le livret 2. Il faut également apporter des éléments concrets de réalisation. Exemple, c'est la réalisation d'un diagnostic numérique, c'est l'animation et la programmation d'ateliers numériques à destination de ses prestataires, c'est la production de vidéos et de photos pour ceux qui auraient suivi la formation reporter de territoire, etc. Voilà un petit peu le récap de ce qui avait été évoqué par Mathieu lors de la dernière journée nationale des ANT.
Alors, quoi de neuf depuis? Alors, par rapport au jury, dans un premier temps, il n'y aura qu'un seul jury national, qui sera donc présidé par Jean Burtin, président d'Office de tourisme de France. C'est sa voix qui fera foi. Le jury sera composé à la fois de représentants de formateurs, représentants de managers et de personnes tenant le poste. Pour l'obtention du titre, la soutenance orale devant le jury ne sera pas obligatoire. Il sera par contre tout à fait possible pour un candidat de demander à passer devant le jury et ce même jury ne pourra pas le refuser. Concernant l'expérimentation rapidement évoquée tout à l'heure, celle-ci a pour but que les relais territoriaux régionaux puissent faire remonter leurs observations à Office de tourisme de France sur la nature des preuves à fournir pour le livret 2. Donc pour cela, les régions qui le souhaitent pourront se lancer début 2015 dans une expérimentation avec un volontaire salarié de leur réseau, avec accord de la structure, bien évidemment. Alors en Aquitaine, il a été décidé d'ouvrir cette possibilité à un ou une salariée qui aurait suivi à la fois le cursus ANT, plus reporter de territoire, plus management numérique de destination. Tout ceci donc pour abonder les travaux menés au niveau national. Enfin, donc courant 2015, Office de tourisme de France lancera une consultation à tout organisme de formation qui souhaitera se positionner sur le titre. Ceci afin de labelliser en quelque sorte les organismes de formation dispensant le parcours titre. Alors si l'on reprend maintenant le schéma de tout à l'heure, le schéma avec les étapes de la VE, voilà comment cela pourrait prendre forme. Avec en premier lieu un dépôt de dossier de recevabilité qui serait adressé à OTF et qui déciderait oui ou non de sa recevabilité. Les relais territoriaux qui le souhaitent pourraient assurer la phase d'accompagnement VAE auprès des candidats potentiels. Et enfin, la décision prise par le jury national, évoquée tout à l'heure. Alors maintenant, dans un contexte bien évidemment assez mouvant, avec la réforme territoriale d'un côté et la réforme de bien évidemment assez mouvant avec la réforme territoriale d'un côté et la réforme de la formation de l'autre, rien ne peut officiellement être gravé dans le marbre. Mais dans tous les cas, nos souhaits en tant que relais territorial MOPA seraient les suivants. Assurer l'accompagnement VAE pour le réseau, alors soit en collectif, soit en individuel, donc cela reste à fixer. Proposer le titre complet ou proposer également des modules de formation complémentaires. Alors ça, on l'imaginerait certainement en interrégional. Vous avez certainement dû voir passer dans le programme MOPA 2015 la possibilité de proposer le titre complet et donc de s'inscrire pour ceux qui le souhaitent au titre complet. Donc je vous invite, en tout cas pour ceux qui ne l'auraient pas vu, à reparcourir le programme MOPA 2015. Voilà en quelques mots nos souhaits en tant que l'on peut exprimer à l'heure actuelle en tant que MOPA. Avant de passer donc aux questions-réponses, je terminerai ma présentation par ces deux phrases. L'acquisition d'un diplôme ne vaut pas poste et l'acquisition de poste ne vaut pas diplôme. Donc ces deux phrases qui, selon moi, permettent de rendre tout à fait légitime et opportun l'intérêt d'enclencher une démarche de VAE. Alors j'espère qu'en une demi-heure avoir été suffisamment clair. En tout cas, sur cette slide, vous pourrez retrouver tout un tas d'infos sur la VAE, avec notamment deux sites plutôt bien faits dédiés à la VAE, www.vae.gouv.fr et www.aquitaine-cap-métier.fr. Et pour ceux qui souhaiteraient également plonger dans une lecture plus approfondie, je vous invite à parcourir les deux publications suivantes. La validation des acquis d'expérience, publication réalisée par Saïma Kadri, et la VAE, quand l'expérience se fait savoir, d'Axel Lenné. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Place aux questions, s'il y en a.
Et on va tâcher avec Laure d'y répondre du mieux possible. Alors, donc merci Fabien. Donc j'ai noté une question de Salah. L'employeur Bonjour a-t-il le Salah. droit, Salah, oui, du cœur de bassin, l'Office de tourisme de cœur de bassin. L'employeur a-t-il le droit d'empêcher ou de refuser la VAE à son salarié, sachant que c'est une démarche personnelle et qu'il n'engage en rien sur l'évolution de la grille d'indice pour l'employeur? Alors par rapport à l'obtention et on va dire à la validation de principe, c'est vrai que tout à l'heure je l'ai évoqué, notamment par rapport à la demande d'autorisation d'absence. Euh, Elle doit donc, je le rappelle en deux mots, mais c'est vrai qu'elle doit parvenir au moins 60 jours avant le début des actions. Et elle doit préciser toutes les informations nécessaires sur le titre ou le diplôme ou le certificat souhaité, et ainsi que la dénomination de l'organisme qui délivrera la certification. L'entreprise, il est vrai, doit, et c'est une obligation, lui proposer par écrit une réponse dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande. Et en fait, pour une autorisation, un report, on va dire, de l'autorisation d'absence, le report ne peut excéder 6 mois à compter de la demande. Donc ça veut dire effectivement que on est vraiment dans une démarche individuelle, donc qui ne peut être refusé par l'employeur, mais qui peut toutefois être déplacé ou reporté, mais cela ne peut pas excéder 6 mois de la part de l'employeur. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Salah. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Peut-être je vais attendre. Merci, merci Salah, alors si c'était clair. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? Je vois que la serre est en train d'écrire, on ne sait pas. Excusez-nous, on ne connaît pas le prénom. C'est Bruno, Bruno. Bruno Lasserre, de la communauté de communes de Max. On laisse Bruno écrire sa question peut-être pendant ce temps. Est-ce que d'autres personnes ont des questions éventuellement? Alors, connaît-on un calendrier des dates de sortie des documents concernant la VAE sur le titre de chargé de projet e-tourisme? Alors, comme je le rappelais, c'est vrai que je ne vais pas vous délivrer de scoop à l'heure actuelle, hein, en ce début d'année, même si j'aurais bien voulu. Je laisserai le soin à Office de tourisme de France de le publier ou en tout cas de revenir auprès du réseau pour communiquer sur ces échéances et pour essayer de voir, on va dire, de façon la plus claire possible euh, toutes les étapes de travail qui vont être liées à ce titre, à l'obtention du titre et surtout à l'obtention du titre par la voie de la VAE pour ceux qui auraient déjà suivi ANT plus reporter, ANT plus reporter et management numérique de destination. Voilà, je suis comme vous, je m'en réfère maintenant au niveau national, donc on attend de leurs nouvelles en ce début d'année. Sabine, peut-être. Ah, plusieurs participants sont en train d'écrire. Oula, On a plein de questions qui arrivent. on a encore 10 minutes devant nous. Je vais en profiter pour boire un peu d'eau. Donc Sabine et Salah sont en train d'écrire. C'est la pression. Qui c'est qui aura posé sa question en premier? Est-ce qu'on offre un cadeau pour la première question posée et qui va nous arriver? Ah, Salah. Doit-on avoir fait management numérique de destination pour la VAE ou ANT et reporter suffisant? Alors, j'ai pas bien saisi. Redis-moi la question. Doit-on avoir fait management numérique de destination pour la VAE ou ANT et reporter suffisant? Disons que pour une VAE et pour une obtention du titre complète, si je comprends bien ta question. Euh, à l'heure actuelle, comme je le précisais, avec la phase d'expérimentation, donc qui va être menée
tout début 2015 dans certaines régions pour alimenter les travaux au niveau national. Le but est justement de se confronter à ces situations-là dans le réseau, puisqu'on en retrouve énormément, hein, qui ont été soit formés à l'ANT simplement, ou à ANT Reporter, ou à ANT Reporter et MND. La question, c'est au-delà de la participation, c'est aussi quelles vont être les preuves fournies par le candidat qui justifient des blocs de compétences requises pour l'obtention du titre dans sa globalité. Alors pour ton cas de figure, Salah, où je sais donc que tu as suivi ANT et Reporter, très clairement, il peut y avoir le titre pourra être obtenu mais de façon partielle. Reste à voir quels seraient les modules complémentaires de formation que tu pourrais suivre pour obtenir le titre de façon complète. Ou bien, si en interne, il t'est confié certaines missions qui permettent d'honorer, on va dire, toute la partie plus management, mais au sens stratégie numérique de territoire. Dans ce cas-là, ça peut également être des preuves qui sont apportées pour obtenir dans sa globalité le titre. Mais c'est vrai que c'est un petit peu voilà, la réponse que je peux apporter à l'heure actuelle, sachant qu'il dans cette phase d'expérimentation, dans d'autres régions, on aura des remontées notamment de ces entre guillemets de ces cobayes, mais qui auront des profils similaires au tien parce qu'ils ont suivi ANT Reporter ou d'autres qui n'auraient suivi que ANT. Et en fait, toutes ces questions-là les preuves qui sont apportées vont être creusées et remontées auprès d'Office de tourisme de France. Donc là, pour te répondre très simplement, avec ANT Reporter, le titre, s'il y a eu des concrétisations et des réalisations, bien évidemment, mais le titre pourra être obtenu par la voie de VAE de façon partielle. Voilà. On a une autre question de Sabine. Donc, pour rappel, j'avais vu passer une info pour préparer notre entretien individuel et aborder la VAE auprès de son directeur. Je trouve ça ouf. Alors, je suis désolé, je vais te faire répéter une deuxième fois. Pour rappel, j'avais vu passer une info pour préparer notre entretien individuel et aborder la VAE auprès de son entretien. Je trouve ça ouf. Où est-ce qu'on trouve l'info? Préparer l'entretien individuel et aborder la VAE. Alors, moi, ce que je te propose, Sabine, c'est que dans les documents ressources qu'on va publier avec la vidéo du web séminaire, c'est qu'on y mette également le guide de la préparation de l'entretien individuel qu'on a effectivement dans un coin du site de la MOPA, mais voilà, histoire de tout centraliser au même endroit, parce que c'est vrai que un projet de VAE peut, à l'occasion d'un entretien individuel, être discuté avec son employeur et c'est finalement, s'il y a bien aussi un moment privilégié pour en discuter, c'est peut-être aussi à cette occasion. Donc c'est une très bonne remarque de ta part et on le joindra dans les documents mis en ligne sur le site de la MOPA. Je me le note directement. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? On a tenu le timing. A priori, il n'y a pas d'autres questions. Donc, si vous n'avez pas de... Ah, j'ai parlé trop vite. Armel. Armel, ouais. Bonjour Armel. J'étais en train d'écrire. On a beaucoup de landais là en fait. Entre Bruno, Sabine. On attend la question de Armel. Ah ben non, c'était pas une question. Merci beaucoup pour ce format de web séminaire. Ok, ben écoutez, je pense que Fabien. Je vous remercie à tous. Rendez-vous certainement pour les prochains web séminaires que je vous ai indiqués en début de présentation. Encore bonne année et puis à très bientôt à tous. Merci à vous, bonne année. À bientôt.